Bonjour à tous. Ouais, donc je vais poursuivre sur un deuxième exemple qui est celui des dépérissements du châtaignier. Alors en fait, ce que je vais vous présenter, c'est une synthèse de plusieurs projets, notamment des projets qui ont été conduits par l'INRAE et le DSF sur Bordeaux, mais également des études qui ont été conduites par le CNPF et l'UMR et l'INP, l'école de Purpan à Toulouse. C'est pour ça que Véronique Chéret, qui ne peut pas être là avec nous aujourd'hui, et Michel Chartier sont associés à ma présentation. Voilà. Alors, le plan que je vais suivre, donc je vais vous donner des éléments de contexte, le cadre des études que je vais vous présenter, donc les sites et données de référence qu'on a utilisés, l'impact des dépérissements sur le signal, des éléments de méthodologie, des résultats et une conclusion. Voilà. Alors, premier élément de contexte, il faut savoir qu'on est sur une essence pour laquelle il y a de très importants problèmes sylvosanitaires. Quand on regarde les données de l'IGN, c'est l'essence sur laquelle on observe le plus de mortalité. C'est la carte de la mortalité de différentes essences. Donc ça, c'est celle du châtaignier, c'est celle qui ressort le plus en rouge. Et donc, en fait, au DSF, on connaît bien le cortège de bioagresseurs de cette essence. On a deux pathogènes, le chancre du châtaignier qui sévit depuis longtemps, et puis l'encre du châtaignier qui est également due à un phytophthora, à deux phytophthora, pardon. Et puis un troisième aussi qui est peut-être un peu moins important, un insecte, le cynips du châtaignier qui provoque des gales. Donc, comme vous le voyez, on a des mortalités quasiment sur toute l'aire de répartition de l'espèce en France. Et par ailleurs, toujours quand on regarde les données de l'IGN, on observe que il y a des fortes mortalités. Et en plus, ces mortalités sont en augmentation, notamment en lien avec la recrudescence de l'encre du châtaignier. Voilà. Alors, le cadre des résultats que je vais vous présenter s'appuie sur plusieurs projets qui ont été, comme je l'ai dit, développés sur Bordeaux et sur Toulouse. Donc, il y a les projets Casteldiag et sylviculture de précision en Nouvelle-Aquitaine. Michel Chartier est présent dans la salle, là, donc il pourra réagir, il pourra compléter. Et puis, moi, j'ai plutôt travaillé avec les collègues de l'INRAE de Bordeaux et du DSF sur les dépérissements en région parisienne dans le cadre d'un projet qui a été soutenu par le CNES. Voilà. Sachant que les deux projets ils avaient des objectifs différents, mais ils avaient quand même des objectifs en partie communs, notamment sur la partie télédetection, parce qu'il y avait d'autres volets dans ces études, et notamment sur le fait d'évaluer, d'essayer de suivre l'état sanitaire des châtaigneraies à l'aide de la télédetection, et donc d'aboutir à des méthodes cartographiques. Alors, même chose, comme l'a dit Jean-Baptiste, on s'est aussi appuyé sur les images Sentinelle-2 pour les mêmes raisons qu'a évoqué Jean-Baptiste dans sa présentation. Là, vous avez un exemple de dépérissement dans une forêt de la région parisienne. On est en forêt de la Grange, dans le Val-de-Marne. On voit très bien sur la BD Ortho IRC de l'IGN des dépérissements importants. Voilà. Alors, effectivement, quand on fait de la détection, ça a été dit, on a besoin de données de terrain, surtout quand on s'intéresse à des problèmes sylvosanitaires, parce comme l'a dit Frédéric, on s'intéresse à des problèmes qui ne sont pas forcément évidents et facilement observables sur les images. Voilà. Donc, on a mis en place toute une série, on a mis en place des observations de terrain, avec un certain nombre de dispositifs et de protocoles, avec des choses similaires dans les différentes études, c'est-à-dire qu'on s'est basé sur des observations de placettes sur lesquelles on a observé des arbres. L'état sanitaire s'est appuyé sur le protocole d'Epéris, qui en fait consiste à noter la mortalité de branches et le manque de ramification fine. Donc là, vous avez des exemples. Ce sont des châtaigniers. Alors, les images sont prises en hiver. C'est pour ça que les arbres sont défoliés, sont sans feuilles. Donc là, vous avez un arbre sain avec une ramification fine abondante.
Et là, à l'inverse, vous avez un arbre probablement mort, hein, avec que des branches mortes. Et puis là, vous avez un stade un peu tangent, le stade d'idée, hein, sachant que les notations vont de A à F, qui est un stade dépérissant relativement avancé et qui est un peu le stade charnière. Hein, on ne sait pas à ce stade-là si l'arbre va se rétablir ou va irrémédiablement mourir. Voilà. Et donc, avec un souci de géolocalisation, hein, comme l'a dit Cécile, hein, donc on a demandé à ce que les données soient géolocalisées, donc le plus précisément possible. Hein, ce n'est pas toujours évident. Voilà. Et puis, comme on travaille avec des données sentinelles, on n'est pas à l'échelle de l'arbre, on est à l'échelle du bouquet d'arbres. Et donc, on a un souci. Hein, là, c'est la règle de décision là, qui est mise en bas à droite de la diapo. On a un souci d'un passage d'une notation arbre à une notation placette. Hein, donc, on se donne des règles de décision, hein, comme celle-ci. Alors ça, c'est une règle de décision fine, relativement fine, hein, basée donc, sur la proportion là, des arbres des différentes catégories d'état sanitaire. Hein, donc, on a abouti à une classification en 6 postes, hein, du sain au mort, en fonction des proportions notamment des arbres E et F et D. Voilà. Donc ça, c'est une classification que souhaiterait, on va dire, le gestionnaire. En fait, en télédetection, on n'a pas, en utilisant des données Sentinel-2, on n'arrive pas à ce niveau de finesse. Voilà. Donc ça, c'est là. Donc au niveau des données de terrain, donc il y a eu des campagnes de levée, hein, qui ont été réalisées donc en région parisienne. En 2020 et en 2022, donc là, il y a eu un travail conséquent de l'ONF, du CNPF avec le DSF. Donc là, on s'est basé sur des placettes de 20 arbres dominants en essayant d'évaluer un rayon de représentativité de la placette. Donc là, c'était un exercice un petit peu délicat qu'on demandait aux agents de terrain. En 2020, donc, il y a 198 placettes qui ont été observées, complétées par des données sur les coupes. Hein, et l'opération a été reconduite cette année avec cette fois-ci 188 placettes et toujours avec des observations de coupe. Donc ça, c'est l'échantillon de 2020 qui est représenté sur la carte, donc avec une répartition spatiale relativement homogène. Mais après, quand on regarde la répartition en termes d'état sanitaire, on arrive bien à capter des placettes saines, des placettes moribondes. Bon, c'est un petit peu plus délicat d'avoir un échantillon conséquent dans les peuplements en cours de dépérissement. Hein, voilà. En Nouvelle-Aquitaine, ils ont fait le même exercice, hein, le CNPF et Purpan, hein, donc, mais peut-être avec un protocole, je dirais, plus rigoureux que celui qu'on a utilisé en région parisienne. Ils ont essayé, d'abord, ils ont identifié des peuplements, à dire d'experts, de différents états sanitaires. Et ensuite, dans ces peuplements, ils ont installé même des placettes basées en fait sur la grille des pixels Sentinel-2 pour être au plus près de la réalité, de l'information image. Donc c'est comme ça qu'ils ont installé des placettes carrées de 20 mètres de côté. Voilà, et donc ils ont observé, et ensuite dans ces placettes carrées, ils ont observé 72 tiges réparties de façon régulière, hein, sur une grille de 6 mètres de côté, en utilisant également le protocole d'Epéris et en réalisant des observations en 2020 et en 2021. Voilà. Alors, sur la partie maintenant, impact, alors ça c'est des résultats du projet SPNA, hein, donc des collègues de Toulouse. Même chose, hein, alors ils ont travaillé sur les 10 bandes spectrales, sur une trentaine d'indices de végétation, et puis ils ont également essayé d'intégrer ce qu'on appelle des variables biophysiques de type LAI, forest cover, la partie du spectre électromagnétique réfléchi, water content, et puis ça, je crois que c'est le contenu en chlorophylle. Hein, donc des variables biophysiques, mais qui sont également obtenues par modélisation. Ils ont, alors comme vous voyez, il y a pléthore de variables candidates, hein, un peu comme l'a précisé Jean-Baptiste. Donc ils ont, par une approche statistique, ils ont essayé de
de faire ressortir les prédicteurs les plus importants. Voilà. Et donc, ils arrivent à extraire comme ceci, enfin 6, voire 10 variables qui permettent d'expliquer au mieux les dépérissements du châtaignier. Donc ça, c'est sur les données néo-aquitaines. Donc les variables retenues, c'est des bandes spectrales, beaucoup, notamment dans le red edge, le proche infrarouge et le moyen infrarouge. Quelques indices de végétation qui correspondent à des combinaisons de l'information dans la couleur naturelle, le red edge et le proche infrarouge. Et puis, pour une petite information, l'indice NDVI, là, le best-seller là, des indices, par contre, lui, ne ressort pas comme indice pertinent pour analyser les problèmes de santé des forêts. Et ça, c'est quelque chose assez général sur les problèmes de santé des forêts. Donc ça, cette fois-ci, c'est des résultats obtenus dans le cadre du projet Tempos. Donc moi, j'étais reparti de 2 indices, enfin là, je suis reparti notamment de 2 indices qui étaient ressortis de l'étude Casteldiag, pour voir comment ils se comportaient en fonction de différents états sanitaires de peuplement. Donc là, on est en région parisienne. Donc là, on voit par exemple que ces 2 indices qui combinent l'information dans le proche infrarouge et le moyen infrarouge, donc plutôt des indices sensibles au contenu en eau de la végétation. Ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, ces 2 indices diminuent dans les peuplements fortement dépérissants, voire moribonds. C'est beaucoup plus... la diminution est nettement moins nette dans les peuplements des dépérissants, comme ici. Voilà. Alors, donc, au niveau des méthodes, donc, moi, ce que j'ai utilisé, dans le cadre des données de la région parisienne, j'ai utilisé de la classification supervisée d'images, donc sur la base des données de terrain que je vous ai signalées. Donc, au niveau des prédicteurs, je me suis en fait tout simplement basé sur les bandes spectrales, puisque les indices de végétation n'apportaient pas d'informations complémentaires. Par contre, j'ai donné un peu de profondeur dans la série d'images. J'ai pris les images de fin de printemps, début d'été de l'année en cours, mais également des 2 années précédentes, puisqu'on est sur des phénomènes de dépérissement. Les classifieurs, c'est des classifieurs classiques de type machine learning. Voilà. Et alors, je ne vais pas développer, mais effectivement, parce que mon temps est compté, je pense, mais on a été aussi confronté à un problème qui a été déjà signalé par la salle, c'est la question du masque. Et donc, effectivement, le fait que la BD Forêt IGN ne donne pas totale satisfaction par rapport à cette problématique. Voilà. Alors, donc voilà le type de résultat que l'on obtient. Là, c'est sur la forêt, on va dire, un peu modèle de Montmorency. On est à quelques kilomètres au nord de Paris, une forêt dans laquelle il y a de très forts dépérissements dus à l'encre du châtaignier. Voilà, donc je signale simplement, comme je le disais tout à l'heure, c'est qu'on arrive à une classification avec un nombre de classes limité, parce qu'en faisant ce type de traitement, on n'arrive pas à une grande précision sur les classes de dépérissement. Donc on est obligé de procéder à des regroupements. Alors la méthodologie SPNA, elle est elle est plus complexe là également. Donc il y a une première phase de modélisation. Alors il y a toute la phase eux aussi ont été confrontés au problème du masque châtaignier. Donc ils ont également réalisé une classification spécifique d'une carte du châtaignier. La sélection des variables, je ne reviens pas dessus, j'en ai un peu parlé. Le modèle ils ont utilisé ensuite des modèles de régression polytomique. En fait, c'est des modèles c'est de la statistique, mais c'est des modèles de régression catégorielle. Ils ont en fait prédit différentes catégories de dépérissement. Et donc, ils ont utilisé les données 2021 en termes de validation. Voilà. Alors, en fait, dans le cas de la méthode SPNA, en fait, ils sont arrivés, avec la méthode de régression polytonique, en fait, ils sont arrivés à 9 modèles différents, donc à une multitude de modèles. Donc, ils ont voulu synthétiser, voulu arriver à un modèle synthétique de ces 9 modèles qui étaient ressortis de l'analyse statistique.
Donc ils ont procédé de deux manières. La première manière, ça a été de construire des cartes de probabilité d'appartenance aux différentes classes de dépérissement, en faisant tout simplement des moyennes des plans de probabilité des différents modèles. Voilà. Et puis il y a une deuxième approche qui est tout simplement d'utiliser la classe majoritaire. Voilà. Donc c'est une deuxième approche. Bon, en fait, dans les faits, on se rend compte à l'analyse des résultats que les deux approches conduisent à des résultats relativement similaires. Donc, dans le cadre du projet SPNA, ils ont travaillé sur la région Nouvelle-Aquitaine. Donc, ils ont travaillé sur 4 tuiles, et donc ils aboutissent donc, à des résultats donc, en termes de classe de dépérissement, mais également à des cartes en termes d'appartenance. Donc ici à la classe saine et ici à la classe moribonde. Donc avec des niveaux de précision qui vous sont indiqués ici, qui sont, on peut dire, intéressants. Voilà. Alors en termes de conclusion, donc l'intérêt de ces approches de détection dans le cas des dépérissements du châtaignier, quel intérêt nous voyons. Donc, nous avons vu, c'est dans le cadre de ces deux études, donc ça a permis de faire un état des lieux à une échelle spatiale que je qualifierais de relativement fine. On a une bonne détection des peuplements sains et ruinés. On a une spatialisation et donc une valorisation des observations réalisées par les agents de terrain. On a noté également une convergence des résultats, des approches entre les différents projets, entre le projet Tampos en région parisienne et le projet SPNA. Et même la méthode SPNA a été testée en région parisienne avec des résultats que je qualifierais d'intéressants. Alors, mais bon, il y a naturellement des limites. En termes de précision des résultats, les résultats sont intéressants, mais pas d'une très très grande précision. Notamment, on a une difficulté pour détecter les dépérissements. On n'arrive pas, en clair, on n'arrive pas à détecter précocement les dépérissements actuellement. Et puis, on a également aussi une imprécision sur la détection des peuplements dépérissants. Autre difficulté, c'est que ce type de méthode, notamment la classification supervisée, n'est pas vraiment adapté pour des suivis. C'est-à-dire, si on réalise plusieurs cartographies à différentes dates successives, on va avoir du mal à comparer les cartes du fait des imprécisions des deux cartes. Et puis, dans le cas de la classification supervisée, il y a un coût important des campagnes de terrain. Alors, maintenant, en termes de perspective, de suite à ces travaux, donc au niveau du projet SPNA, donc l'idée, c'est de poursuivre les tests de cette méthode dans d'autres régions que la région parisienne. Et je pense que les régions candidates ne manquent pas, notamment dans l'ouest de la France. Il y a un projet également de développement d'une chaîne de traitement. Alors Michel nous dira s'il est prévu qu'elle sera libre ou pas. Voilà. Et puis, moi, j'aimerais bien également, en écho à ce qu'a dit Jean-Baptiste, poursuivre cette approche avec un suivi dans le temps des évolutions, et notamment de tester une méthode basée sur une approche Fordhead, alors naturellement avec des adaptations pour les feuillus, parce qu'on a sur les feuillus, on a le problème de la période hivernale, où les arbres sont défoliés. Et donc là, c'est un exemple de un petit test que j'ai réalisé sur un exemple de peuplement d'une placette moribonde en 2022 avec Fordhead, où j'ai utilisé l'indice NDWI ou encore NDMI ou NDI. Il a plusieurs noms, celui-là. C'est la différence normalisée entre l'infrarouge et le proche infrarouge, où on voit que la placette qui a été détectée moribonde, qui a été notée moribonde en 2022, en fait, elle décrochait déjà dès 2020. Donc, c'est intéressant. Disons que ça laisse entrevoir des perspectives intéressantes. Et
je termine tout simplement en disant que ma présentation sera complétée par celle de Claire Novak et de Virginie Lemel, donc, qui donneront le point de vue des gestionnaires forestiers sur l'intérêt qu'ils voient à ce type de travaux. Merci.